Je propose que nous passions la parole à l'autre Michel, Michel Le. Michel Rivasi, bonjour. Tu nous représentes magnifiquement au Parlement européen. Tu nous avais déjà donné certaines vidéos où tu nous racontais tes péripéties pour avoir ces fameux contrats, où on te mettait dans une pièce où tu n'avais pas le droit de prendre de notes ni de photographier, et tu devais tout apprendre, des centaines de pages de contrats par cœur. En gros, on voulait pas que tu les lignes, quoi. Dis-nous où tu en es. Oui. Ben écoutez, je vais vous raconter l'histoire de la saga des contrats et c'est pas fini. Alors, j'avais proposé un PowerPoint, j'espère que vous allez pouvoir le passer, où je vous indiquais, alors grosso modo, quand l'OMS a indiqué que c'était une pandémie, l'Europe a voulu jouer collectif, c'est-à-dire que l'Europe s'est dit, on va faire des achats groupés pour qu'on joue la solidarité entre les États membres. Et notamment qu'on ne fasse pas la différence entre les pays riches qui vont acheter les vaccins et des pays qui sont moins riches et qui pourront pas acheter des vaccins. Et en plus, ça empêchera, je dirais, la jungle qu'on pouvait avoir, qu'on avait vu au niveau des masques, au niveau de certains dispositifs médicaux. La deuxième idée, c'était qu'ils voulaient avoir un portefeuille de vaccins. Et là, si vous pouvez passer le prochain slide, il y a eu plusieurs laboratoires qui ont été contactés et vous voyez que sur le prochain, normalement, il y a tous les contrats qui ont été donnés et notamment le premier, c'est le contrat AstraZeneca. Alors là, je ne le vois pas. Si, voilà. Et notamment le 28 août 2020. C'est intéressant le 28 août 2020 parce que l'Europe a signé avec AstraZeneca et l'Angleterre avait signé le 29 août. Alors, ça vous explique pourquoi il y a eu la guéguerre entre l'Europe et l'Angleterre. Donc, vous voyez, grosso modo, donc, il y a eu 6 contrats, AstraZeneca, Sanofi en septembre, Johnson & Johnson, Pfizer, BioNTech, CureVac et Moderna. Moderna, c'était le 4 décembre. Et vous voyez que ça a été des commandes, on appelle ça des contrats d'achat anticipé pour 300 millions de doses pour AstraZeneca, Sanofi 300 millions de doses alors que ils ont toujours pas de vaccin. Et puis ils ont fait le choix de Johnson & Johnson et Pfizer et CureVac. Vous voyez que c'était un peu moins de doses parce qu'ils n'avaient pas une confiance absolue au niveau des ARN messagers. Mais grosso modo, c'était le portefeuille. Et puis là, je vous ai indiqué les prochains contrats qu'on a signés et on a choisi ARN messager. Donc, on a choisi Pfizer pour 200 millions de nouvelles doses. Donc, ça fera un total de 600 millions de doses quand même pour Pfizer et on a un total de 460 millions de doses pour Moderna. Et alors, prochain slide, vous avez la chronologie des demandes de transparence du Parlement européen. Parce qu'on nous a fait voter à peu près, vous verrez, 2,1 milliards d'euros pour faire ces préachats et on a auditionné, grosso modo, tous les directeurs des laboratoires. Et très vite, on s'est aperçu que les labos ne voulaient pas nous donner les contrats. Donc, le 9 novembre, moi, j'ai fait une demande officielle pour avoir accès à ces contrats en disant on donne de l'argent public, il n'y a pas de raison que ces contrats soient opaques. Et la commission, notamment de la commissaire de la santé, Stella Kyriakides, nous a indiqué on fera le possible pour les avoir, mais c'est les laboratoires qui bloquent. Et la direction générale de la santé, elle s'appelle Sandra Gallina, nous a indiqué qu'après, c'était pas possible parce qu'il y avait ce fameux secret d'affaires et que comme on est dans le cas des négociations, on ne peut pas donner accès au laboratoire parce qu'on ne négocie pas de la même façon d'un laboratoire à l'autre. Donc, le 20 janvier, vous voyez, 2020, eh bien, avec 5 députés verts, on a fait une demande officielle parce que, si vous voulez, on nous a commencé à nous distiller certains contrats, dont le contrat CureVac.
Alors nous, ça nous intéressait pas tellement ce contrat puisque il n'avait pas été acté et il n'y a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché. Mais pour avoir accès à ce contrat, il faut aller dans une salle dédiée où vous n'avez pas le droit de prendre des photos, vous avez juste un papier et un crayon et vous n'avez que 45 minutes pour voir un contrat qui est à peu près une centaine de pages. Donc, c'est mission impossible. Et vous ne pouvez même pas amener un expert juridique avec vous. Donc, c'est juste pour vous donner ce contrat et toutes les clauses qui nous intéressaient. Eh bien, c'était complètement biffé et raturé. Donc, tout ce qui était le prix, tout ce qui était combien l'Europe avait donné à ce labo, les conditions de sanction ou pas, s'il ne livrait pas, ben, on ne sait rien là-dessus et de la responsabilité. Donc, en plus, moi, je fais partie de la commission contrôle budgétaire et donc j'ai saisi la commission pour dire il est anormal qu'en tant que député européen chargé du contrôle de l'exécutif, on n'a pas accès aux sommes qui sont données à chaque labo. Donc, j'ai fait le forcing et puis vous vous apercevez après, sur la chronologie des publications des contrats, que à chaque fois qu'on intervient, à chaque fois qu'en plénière, on interpelle à la fois la commission, à la fois la DG, la Direction générale de la santé, alors ils nous délivrent les contrats au compte-gouttes. Alors, on a eu le contrat expurgé d'AstraZeneca, vous voyez, le 29 janvier. Après, on a eu le contrat expurgé de Sanofi, et puis Pfizer et Moderna. Et il a fallu que ça soit des journalistes italiens qui, par je ne sais pas quel hasard, mais ont sorti vraiment le 17 avril, donc vous voyez, il y a quelques jours, ils ont publié les contrats entiers de Pfizer et Moderna. Et moi, j'ai fait en parallèle, j'ai saisi la commission contrôle budgétaire pour qu'ils nous fournissent ces documents. Ils ont donc jusqu'au 30 avril pour le faire officiellement. Alors ensuite, quand on a vu les 3 contrats qui ont été publiés, mais de façon illicite, par des journalistes, on s'est aperçu que sur la responsabilité juridique, eh bien, que si jamais vous avez un effet secondaire, eh bien, ce n'est pas les laboratoires qui vont payer, ce sont les États membres qui vont commander et qui ont commandé les vaccins. Donc, en fait, ces contrats organisent l'impunité financière et légale du fabricant. Et la société pharmaceutique ne sera responsable qu'en cas de faute intentionnelle ou de violation avérée des bonnes pratiques de fabrication. Ce qui veut dire que si elle fait un produit défectueux, c'est elle qui en portera la responsabilité, mais que si jamais il y a un effet secondaire grave, eh bien, ce sont les États membres qui vont payer. Et en plus, si jamais, d'un point de vue juridique, le fabricant va être attaqué, eh bien, les États ou la Commission va payer le processus juridique pour les laboratoires pharmaceutiques, ce qui est incroyable. Donc, on a fait faire, enfin, c'est une association, Notre Bon Droit, qui est une association belge, qui a fait faire une étude sur les clauses de responsabilité juridique. Et en fait, elle montre que cette étude, à la lumière du droit belge, parce qu'en fait, c'est le droit belge qui s'applique pour tous les contrats, qui, en parenthèse, ont été faits par 6 négociateurs dont on ne connaît toujours pas les noms. Eh bien, ces clauses relatives à l'exonération de responsabilité au sens large des fabricants de vaccins prévus dans les contrats avec les sociétés pharmaceutiques, eh bien, elles estiment qu'elles sont illicites. Pourquoi? Parce qu'elles ne garantissent aucune responsabilité quant à l'efficacité et à l'absence d'effets indésirables graves. Et donc, ça, c'est quand même très grave, enfin, c'est incroyable. Et justement, ces associations veulent attaquer en justice à la fois la commission par rapport à ces contrats. Alors, ça explique pourquoi aussi la commission ne voulait pas que ces contrats soient publics. Alors, on peut se poser la question, quelle somme
ont été versés au laboratoire. Alors ça, c'est toujours des bruits de couloir, mais comme on a les 3 contrats qui ont été publiés de façon, je vous dis, illicite également, mais on ne sait toujours pas sur les 2,9 milliards que l'Europe et les États membres ont donnés au labo, combien ont été attribués à chaque labo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Parce que normalement, il est dit que dans les contrats d'achat anticipé, une partie des investissements, c'est pour augmenter la production des vaccins. Mais on n'a aucune lisibilité. On ne sait pas si ça a servi pour la recherche et développement. On ne sait pas si ça a servi pour équiper des usines pour fabriquer carrément le vaccin ou pour du détournement d'argent. En fait, on ne sait absolument pas la traçabilité de cet argent. Donc, alors concrètement, les sommes versées à chaque labo, mais je voudrais vous les donner parce que c'est quand même assez considérable. Pour Pfizer-BioNTech, donc 600 millions de doses ont été commandées. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que le prix du vaccin change en fonction du contrat. Vous voyez que les premiers contrats, le prix du vaccin, c'est 12 €. Et les derniers contrats qui ont été signés il y a quelques jours, eh bien, c'est passé à 19,5 €. Et ça, on l'a su parce que c'est un Premier ministre bulgare qui nous l'a indiqué. Donc, en fait, tout le pouvoir, qu'il soit chez Pfizer, qu'il soit chez Moderna. Moderna, c'est là où le prix du vaccin est le plus cher. Hein. Ça passe de 18 $ la dose à 22 $ la dose pour les. Alors, j'en étais à AstraZeneca parce que il a dit qu'il vendait ses vaccins au prix coûtant. Donc, c'est à peu près 2,9 € la dose. Mais comme ils n'ont pas livré les doses comme il avait indiqué, notamment, ils devaient livrer 300 millions de doses. En fait, ils en ont délivré que 70 millions de doses. Et j'ai appris aujourd'hui même, donc c'est tout récent comme info, que la Commission veut les attaquer en justice. Mais les États, et notamment la France et l'Allemagne, ne sont pas d'accord pour attaquer en justice. Et je pense que c'est que la Commission européenne qui va attaquer en justice parce qu'ils ont été très déçus par l'attitude d'AstraZeneca qui a plutôt voulu livrer les vaccins à l'Angleterre plutôt que de les livrer à l'Europe. Et à l'heure actuelle, donc les nouveaux contrats, eh bien c'est avec Pfizer. Alors là, les États membres ne sont pas très contents parce qu'ils disent qu'on met tous les œufs dans le même panier, parce que Pfizer va redonner des doses, mais surtout, c'est eux qui vont, grâce à une nouvelle agence européenne qui va être créée, qui s'appelle HERA, fabriquera les variants. Et les États ont critiqué la Commission en disant que, voyez, on choisit que Pfizer et que ça risque de poser problème. Je termine, j'en étais à la conclusion. Alors, pour vous dire, au niveau des 5 députés verts, on a saisi la commission pour avoir accès aux documents. La commission avait 1 mois pour répondre. Elle nous répond, on renvoie encore à la commission. Et là, maintenant, le délai est passé et on va attaquer en justice à la Cour de justice européenne pour non-divulgation des documents. Donc ça, on a jusqu'au 10 juillet 2021, mais le groupe vert est OK pour attaquer à la Cour de justice européenne. Et la deuxième chose, c'est que comme j'ai saisi la commission contrôle budgétaire, là aussi, la conférence des présidents du Parlement décidera comment défendre les pouvoirs du Parlement européen face à la Commission et au laboratoire. Donc, quand je vous parlais de saga des contrats, je trouve, moi, personnellement, que avoir donné autant d'argent public au laboratoire, avoir fait des contrats avec des négociateurs dont on ne connaît pas les noms, ça a été très mal négocié puisque c'est tout le pouvoir, il est au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Et qu'on ne donne pas les contrats, on ne sait pas, vous voyez, comment sont dispatchés l'argent, quelle est la traçabilité de cet argent public, je trouve ça inadmissible. Alors, vous connaissez mon caractère,
je saisis la Cour de justice européenne. Pour nous, à l'heure actuelle, la seule alternative qu'on a, c'est pas les États membres, parce qu'ils sont complices des laboratoires. Il n'y a que la justice qui peut nous donner gain de cause pour avoir accès à ces documents. Je l'avais fait l'année dernière concernant le glyphosate. On était aussi 4 députés à avoir saisi la Cour de justice européenne. La Commission avait dit le glyphosate n'est pas cancérogène. Je leur avais dit OK, fournissez-moi les études pour dire qu'il n'est pas cancérogène. Et ils nous avaient répondu que c'était secret d'affaires. Pareil, eh bien la justice nous a donné gain de cause et à l'heure actuelle, on peut avoir toutes les études à partir du moment où c'est un problème qui touche à la santé et à l'environnement et que c'est de l'intérêt général. Donc, voilà où on en est, mais on lâche pas. Voilà. Le message, c'est qu'on lâche pas et on continue à se bagarrer parce qu'on trouve ça inadmissible. Sur l'aspect démocratie, sur l'aspect de l'argent public qui est donné de façon incroyable. Et puis, la semaine prochaine, alors, c'est le certificat vert où on veut harmoniser pour la libre circulation au niveau des frontières, sachant qu'on n'a aucune preuve scientifique que si on est vacciné, si on a eu le Covid ou si on a des tests, on ne transmet pas le virus. Eh bien, on a beau dire ça, eh bien, le lobby du tourisme, le lobby de certains pays qui veut développer leur économie, eh bien, disent on va mettre un certificat vert et pour vous dire que ça va être voté la semaine prochaine. Et donc, on aura un certificat vert qui va intégrer la vaccination, est-ce que vous êtes vacciné ou pas, qui va intégrer le fait, est-ce que vous avez eu le Covid ou pas, ou est-ce que vous avez un test négatif de 36 heures. Voilà. Voilà où on en est sur le plan européen. Merci beaucoup, Michel, pour ton travail. Voilà, je vous laisse réagir les uns les autres. Rapidement, puis nous passerons après à la présentation de Vincent, puisque le temps passe. Je crois que la présentation de Michel va dessiller quelques personnes sur ce qu'est aujourd'hui la Commission européenne et comment elle gère ses contrats, et que ça nécessite d'y mettre le pied. Souvent, les Français sont un peu timides à aller voir ce qui se passe au niveau de l'Europe. Alors, il y a des choses qui décident absolument de notre destin, et de notre destin sanitaire collectif et de notre destin financier collectif. Donc, je crois que c'est très précieux d'avoir des gens comme Michel qui vont mettre le nez dans les dossiers et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, merci beaucoup Michel. Donc tu ne veux pas lâcher. D'ailleurs, c'est ce que dit Christiane, Madame Rivasi. J'ai confiance en vous. Ne lâchez pas. Et ça me rappelle les conférences de presse qu'on avait faites tous les deux. C'était en juin 2014 à propos d'un vaccin et le retour d'informations sur les effets indésirables. Et on parlait déjà de l'opacité de l'Europe à ce niveau-là. Et puis sur le secret médical, c'est en septembre 2016 à la représentation du Parlement européen à Paris. Et déjà, le passeport vert, le passeport sanitaire, certificat vert, était déjà en route. Et c'est là où on voit que de toute façon, les gouvernants n'ont pas attendu cette crise pour proposer des choses absolument inadmissibles. Ils ont profité de cette crise pour faire passer ça en toute vitesse. Oui, c'est sûr que tout à l'heure, j'ai parlé de l'ANSM et des problèmes des choix de cette agence de santé française, parce que je voulais rester dans le cadre de la France, mais nous avons exactement la même problématique avec l'agence du médicament européen qu'on appelle l'EMA. Je vous rappelle, pour prendre un seul exemple, qu'elle a commandé pour 500 millions d'euros de Remdesivir à peu près au même moment où l'OMS reconnaissait que ce médicament ne servait à rien. Bon, voilà, on peut se poser des questions quand même sur les choix également de l'Agence européenne du médicament qui a validé des choses de façon assez curieuse, on va dire. C'est très intéressant de voir que sa présidente, Emma Roos, a été l'ancienne patronne des lobbyistes de l'industrie pharmaceutique à Bruxelles. Donc, c'est un peu logique. Hein. Enfin, elle fait son travail. La question, c'est quel est son travail? Est-ce que c'est les gens qui la payent, qui l'ont mis là, ou est-ce que c'est pour l'intérêt public? C'est toute la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent agissent pour l'intérêt public ou pour l'intérêt privé? Alors, qu'est-ce qui veut réagir encore avant que l'on passe à l'intervention de Vincent? Jean-Dominique, vas-y.
Oui, très brièvement. Merci Michel pour cette présentation. Moi, j'avais parlé de la corruption systémique la semaine passée, et notamment en citant un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen de 2014, où ils disent littéralement le secteur de la santé est un secteur dans lequel la vulnérabilité à la corruption est généralisée. Les commissions occultes et la corruption demeurent préoccupants dans les marchés publics. Donc c'est extraordinaire parce que d'un côté il y a le diagnostic et puis il y a la récidive qui suit droit derrière. Quel est le feeling au niveau des parlementaires européens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un début de conscience ou bien est-ce qu'ils sont juste complètement azimutés? Oui, pour répondre à Jean-Michel, la corruption, elle est de partout au niveau de la santé, comme tu l'avais très bien indiqué en montrant des documents liés à la corruption. Moi, j'avais fait un bouquin sur le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment faire pour s'en sortir. Eh bien, tu vois, l'opacité, quand on met l'opacité ou quand on met le secret d'affaires devant, c'est que très souvent, il y a des conflits d'intérêts terribles. Et ces conflits d'intérêts, en fait, les États sont complices. Tu vois, le fait que la France et l'Allemagne ne veulent pas, par exemple, signer la dérogation dans le cadre des brevets par rapport à l'OMC suite à la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde pour faire en sorte à ce qu'on puisse fabriquer des médicaments sans utiliser les brevets. Eh bien, ce sont les pays où il y a les laboratoires pharmaceutiques qui a refusé. C'est le Canada, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Les autres étaient pour. Il y avait 134 pays qui étaient pour. Donc, on voit que la force des laboratoires pharmaceutiques est telle à l'heure actuelle que ça annihile complètement l'esprit critique des gens. Et les députés européens commencent à s'en apercevoir. Par exemple, ils ne comprennent pas pourquoi les contrats ne sont pas transparents. Au début, ils ne disaient rien. Et puis maintenant, j'ai plusieurs groupes politiques qui me suivent là-dessus. Mais c'est un problème aussi d'éducation, c'est un problème d'esprit critique, c'est un problème de vécu. Et il y a plein de gens qui n'osent pas et qui se disent s'ils le font, c'est que c'est pour le bien général. Eh bien, moi, mon expérience montre que c'est pas pour le bien général, c'est pour leur bien financier. Ça, c'est sûr. Donc, nous, on se bagarre sans arrêt pour la déclaration de conflit d'intérêts. Et moi, j'avais envie de dire quelque chose au niveau des médias. C'est que tous les experts qu'on voit à la télévision, il faudrait absolument que les journalistes leur demandent leur déclaration d'intérêt. Et ils ne le font pas. Et donc, on voit bien quel est le discours qui est tenu. C'est un discours de monocolore. C'est un discours mainstream, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Un dernier petit mot. Je crois que cette corruption systémique dont parlait Jean-Dominique Michel et qui a bien illustré Michel Rivasi dans le secteur sanitaire, en fait, a cours dans absolument tous les champs de notre existence. Chaque fois que des monstres monopolistiques multinationaux se mettent en place, en fait. Et le domaine de l'agroalimentaire n'en est absolument pas exempt. Le domaine de la data n'en est pas exempt. Et finalement, on a ce problème-là que des multinationales se substituent au pouvoir des régulations supranationales et au pouvoir des États. Et tous les champs de notre existence sont dans un niveau de corruption systémique absolument phénoménal. Et je crois que ça y est, c'est le moment, ce que disait Michel tout à l'heure, Michel Maffezoli, c'est le moment du dévoilement, de l'apocalypse, et à nous maintenant d'inventer autre chose. Et le moment des insurrections, comme disait Michel, effectivement.